à cette journée d'études sur les blockchains et le droit des sociétés. Alors, professeur Véronique Magnier, donc directeur de l'IDEP, et moi-même, donc Patrick Barban, directeur du CERMUD de l'Université du Havre, nous avons le plaisir de vous accueillir à cette journée d'études. Dans ce contexte particulier des grèves, nous sommes très contents que vous ayez pu venir aussi nombreux. Donc, un grand merci. Alors concrètement, la journée donc, consacrée au thème blockchain et droit des sociétés est dédiée essentiellement à la sortie de notre ouvrage collectif aux éditions Dalloz, la collection Thèmes et commentaires, qui est le premier ouvrage collectif à traiter de la question de ces blockchains au regard justement du droit financier et du droit des sociétés. Donc je tenais tout d'abord à remercier, comme c'est l'usage, un grand nombre de personnes avant de commencer cette table ronde. Tout d'abord les auteurs présents, qui nous ont fait le plaisir de venir nombreux, et parfois d'ailleurs d'assez loin, parce que nous avons en outre comme invité le professeur Bouchard de l'Université de Laval à Québec, qui assistera à la seconde table ronde de la journée. Je voulais aussi remercier les éditions Dalloz en la personne de Marina Brier, qui est venue assister à cette journée et qui était chargée du travail d'édition de l'ouvrage dans cette collection Thèmes et commentaires. Également, vous remercie, vous, le public, d'avoir bravé justement ces grèves et d'avoir pu être aussi nombreux. Et ça nous fait extrêmement plaisir de voir autant de personnes intéressées par ce sujet. Donc un grand merci. J'espère que ce sera l'occasion d'ailleurs pour vous d'enrichir vos connaissances sur ces questions-là et d'éclairer, en tout cas de lever une partie du mystère qui est lié au blockchain. Et tout dernier remerciement, très particulier au docteur Pierre Lequet et à M. Thomas Leriche qui nous ont aidés d'un point de vue logistique et sans qui nous ne serions sans doute pas ici aujourd'hui. Donc, je lance d'ores et déjà la première table ronde, sachant qu'il y en aura deux. La première, donc en fait, nous allons suivre tout simplement les parties de l'ouvrage collectif. La première va donc avoir trait au blockchain et aux titres financiers. Et la seconde, qui débutera vers 16h, portera sur la blockchain et la gouvernance des sociétés. Donc l'idée est très simple, il s'agit de discuter ensemble, entre universitaires et praticiens, sur des thématiques que nous avons abordées d'ores et déjà dans l'ouvrage, mais dans une perspective analytique, prospective et d'actualité. Donc ça sera ici une dialectique qui sera à l'œuvre, sachant que évidemment, nous tournerons à la fin de chacune des tables vers le public pour recevoir des questions et pouvoir y répondre et continuer ces discussions. Alors, la première table ronde donc, est composée du professeur Maxime Julienne, qui est professeur de droit à l'Université d'Angers, de Patrick Kasparian, ici, maître de conférence en droit à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, Vincent Malassigné, professeur de droit à l'université de Cergy-Pontoise, et Franck Martin-Laprade, qui est à ma gauche, qui est docteur en droit, avocat et enseignant associé à l'université Paris-Sud. Alors avant qu'on commence justement cette dialectique, il me semble essentiel de pouvoir vous présenter de manière, on va dire, de manière pédagogique et rapide, les blockchains, puisqu'il s'agit évidemment du prérequis pour pouvoir profiter complètement des discussions que nous allons avoir. Alors, les blockchains, tout le monde en a entendu parler, évidemment, c'est avec notamment, il y a 2 ans, l'explosion du cours du Bitcoin. Il y a énormément de mystères, globalement, qui s'installent autour de cette technologie. Et l'appréhender d'un point de vue juridique s'avère toujours quelque peu délicat, puisque nous sommes vraiment à l'amorce d'un mouvement législatif et d'un mouvement d'intégration des blockchains dans le droit, et donc il nous faut travailler d'un point de vue prospectif. Pour revenir en arrière, la première blockchain qui a été déployée est celle du Bitcoin. Alors elle a été mise en place par un groupe, ou en tout cas une personne qu'on appelle Satoshi Nakamoto, donc on ne sait pas vraiment qui est cette personne, si c'est un groupe de personnes, donc ça reste un personnage assez mystérieux, qui en réalité a combiné plusieurs technologies préexistantes pour mettre en place le Bitcoin. Donc la philosophie derrière tout ça, et c'est un point qui est important pour la suite, vous verrez, la philosophie est une philosophie qu'on appelle cypherpunk ou libertaire, c'est-à-dire une philosophie de suppression des tiers de confiance, des intermédiaires dans le système bancaire. Alors, pourquoi
cette idée en fait. Pourquoi d'ailleurs cette idée s'est développée en 2008? Puisque je vous rappelle, en 2008, vous avez simplement eu une des dernières crises majeures financières et économiques, donc qui a conduit d'ailleurs à la disparition de Lehman Brothers et à toute une récession assez massive. Et derrière cette idée, en fait, poursuivant, on va dire, cette philosophie qui est à la base d'Internet, c'est-à-dire cette espèce de liberté, de recréation du monde sans État et sans intermédiaire, eh bien, Satoshi Nakamoto a voulu mettre en place une monnaie qui ne dépendrait pas des banques centrales. Donc l'idée étant que les banques centrales et les banques en général avaient failli dans leur mission, Satoshi Nakamoto a mis en place ce système en disant, regardez, nous pouvons mettre en place une monnaie qui sera une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie, et qui reposera en réalité sur la confiance qu'auront ses utilisateurs. Il n'y aura pas de banque centrale pour contrôler la monnaie, il n'y aura pas d'intrusion étatique dedans. Alors pour ce faire, qu'a-t-il fait? Eh bien, à la base, il a tout simplement mis en place un registre partagé, parce que la blockchain est un registre partagé, qu'il a mis dans un réseau de pair à pair, et il a rajouté à tout cela des éléments de cryptographie et un système de consensus. Donc vous avez un registre distribué, partagé. Vous avez un mécanisme de consensus, c'est-à-dire un mécanisme décisionnel pour décider de la manière dont les blockchains vont évoluer. Et vous avez des clés cryptographiques qui sont distribuées auprès des utilisateurs. Et le mécanisme, en réalité, va assembler tous ces éléments-là. Alors ce sont des technologies connues à l'origine. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on connaît la cryptographie, le registre distribué ou le peer-to-peer, on le connaît très bien, ça fait des dizaines d'années que ça fonctionne. Et idem pour les mécanismes de consensus. Mais l'idée est simple. Vous allez avoir, pour la clé cryptographique, pour chaque profil, vous allez avoir une clé privée qui permet en fait à son titulaire d'accéder à son compte. Et une clé publique. La clé publique est celle que vous allez remettre à différentes personnes, différents participants. S'ils veulent éventuellement vous faire un transfert de Bitcoin, ils vont utiliser cette clé. Donc c'est votre identification publique. Vous avez une clé qui est à la fois identifiant privé, identifiant public. Et vous seul, vous pouvez accéder à votre compte si vous avez les deux clés, évidemment. Par cette clé, donc, vous allez accéder à ce registre distribué, parce que c'est un registre, et vous allez demander d'inscrire une transaction. Donc, si on parle du Bitcoin, vous allez demander tout simplement qu'il y ait par exemple 0,5 Bitcoin qui soit transféré à une autre personne. Donc vous allez rentrer un ordre, on pourrait dire, sur le réseau. Cette transaction va devoir être inscrite dans ce qu'on appelle un bloc. Alors un bloc, c'est simplement un ensemble de données qui va être une compilation de différentes transactions, de différentes données. Et le bloc peut être comparé en quelque sorte au livre d'une page dans un registre. Et l'idée de la blockchain, donc de la chaîne de blocs, c'est que chaque bloc va constituer donc une partie de cette chaîne et chaque bloc va se suivre au regard de la chaîne. Donc vous pouvez continuer à lire les transactions en allant au bloc suivant, etc., etc. Donc en fait, vous allez avoir une continuité entre les blocs. Alors, pour relier ces blocs, et c'est là donc il y a tout l'intérêt des blockchains qui se manifeste, pour relier ces blocs, vous allez en fait utiliser là aussi un mécanisme cryptographique. L'idée est simple. Un bloc va avoir ce qu'on appelle en entrée, donc comme donnée d'entrée, il va avoir un hash d'entrée. Donc ça veut dire un élément, une identification. Ce hash d'entrée est en réalité, correspond en réalité au hash de sortie du bloc précédent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un hash d'entrée, à l'entrée du bloc, un hash de sortie. Le hash de sortie permet de relier le bloc au bloc suivant, donc de tourner la page en quelque sorte. Mais là où il y a des éléments extrêmement intéressants, c'est que ce hash d'entrée va être utilisé pour calculer le hash de sortie. Et le hash de sortie va correspondre à tout un calcul qui intègre à la fois les données d'entrée, mais toutes les transactions que vous avez inscrites dans le bloc. Donc le calcul en question va prendre n'importe quelle donnée, toutes les données, pour trouver une clé unique de sortie, ce fameux hash de sortie. Et quand on a une blockchain traditionnelle, on va dire, c'est-à-dire qui fonctionne avec une preuve de travail, comme le Bitcoin, vous allez avoir des ordinateurs qui vont fournir cette puissance de calcul.
ils vont recevoir les transactions. Et le but de tous ces ordinateurs, de tous ces serveurs, va être de trouver cette clé de sortie. Donc ils ont un bloc de données, ils ont tous les éléments sauf la clé de sortie. Et ils vont travailler pour tenter de découvrir cette clé de sortie. Et donc ils vont mettre en place une puissance de calcul qui va servir au réseau. La cryptographie qui est à l'œuvre fait en sorte que vous ne pouvez pas calculer humainement ou même par informatique la clé de sortie. Vous êtes obligé d'essayer toutes les combinaisons les unes après les autres pour jusqu'à trouver la bonne combinaison. Et quand un ordinateur trouve la bonne combinaison, il va informer les autres ordinateurs de la bonne combinaison, et quand vous avez la bonne combinaison, en fait, la vérification se fait immédiatement. Donc, trouver le code est difficile, mais vérifier le code est très simple. Et une fois que les autres ordinateurs concèdent en effet que le code est le bon, ils vont intégrer le bloc dans la chaîne, ils vont transférer l'information à l'ensemble du réseau distribué, et donc ce bloc intégré va devenir le nouvel état de la blockchain. Et l'ordinateur qui a trouvé le bon code va recevoir, sur le protocole Bitcoin, va recevoir une rémunération, donc il aura miné, comme un mineur, il aura miné finalement de l'argent en fournissant finalement sa puissance de calcul. Alors, l'avantage d'une telle décentralisation, d'un tel cryptage est de deux ordres. Tout d'abord, tout le monde peut contrôler la blockchain puisque toutes ces données sur le protocole Bitcoin sont publiques. Donc tout le monde peut consulter la blockchain et tout le monde peut participer et contribuer. Tout le monde peut devenir un nœud, le cas échéant. Mais en outre, deuxième avantage, supposons qu'il y ait une intention malveillante et qu'un hacker souhaite altérer une transaction, c'est-à-dire comme si on voulait finalement changer des éléments sur un registre. Ici, vous avez un hacker qui va tout simplement tenter de changer un code qui a été inscrit. Eh bien, s'il fait cela, premièrement, le bloc qu'il va modifier, donc il peut rentrer dans un ordinateur et modifier le bloc, par du piratage. Le bloc qu'il va modifier, en fait, va être détecté comme étant invalide. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez très bien que je vous ai indiqué que le hash de sortie dépend de toutes les données sur le bloc. Alors là, vous allez avoir un bloc dont le hash de sortie ne correspond plus aux données qui sont dans le bloc. Donc en fait, le système va tout de suite détecter qu'il y a eu une modification du bloc, que le bloc est invalide. Et donc le bloc va être supprimé. Et la seule manière finalement de forcer cela consisterait à réussir à pirater plus de la moitié des serveurs qui opèrent la blockchain. Ce qui correspond, alors au dernier état, c'est à peu près 10 000 nœuds sur le Bitcoin il y a quelques mois. Il faudrait donc hacker un nombre phénoménal d'ordinateurs. Et d'un point de vue d'analyse, d'incitation économique, si vous avez une telle puissance de calcul pour aller hacker des ordinateurs, pourquoi ne pas tout simplement miner, comme tout le monde? Et là, légalement, vous pourrez percevoir une rémunération qui sera tout à fait supérieure à ce que vous pouvez tenter de pirater. Donc en fait, ce système-là fait que on considère qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de piratage en tant que tel d'un protocole blockchain. Alors, il y a eu des manipulations, donc c'est-à-dire on a utilisé du code pour obtenir des avantages, mais il n'y a jamais eu de piratage en tant que tel. Donc, c'est globalement l'idée derrière les blockchains, c'est ceci, c'est-à-dire vraiment ce registre distribué, automatisé, avec de la cryptographie qui fait qu'on ne peut pas l'altérer. Et le contrôle se fait par cette certitude qu'on ne peut pas modifier le registre, et le fait que tout le monde peut consulter ce registre. Et derrière l'idée de Satoshi Nakamoto, c'était cela qui allait créer la confiance dans le Bitcoin, c'est-à-dire on est face à une monnaie virtuelle que personne ne peut contrôler. Et donc naturellement, on sait que le jeu est juste quand on va tout simplement faire des transactions Bitcoin. Ça ne veut pas dire que la monnaie soit pour autant très stable, elle est très volatile, mais néanmoins, voilà l'idée derrière le Bitcoin, enfin le blockchain. Alors nous, en tant que juristes, il nous a fallu déterminer quelles étaient les fonctions des blockchains, c'est-à-dire finalement en droit, on ne sait pas du tout comment appréhender ces blockchains aujourd'hui, on commence, et il faut réfléchir donc aux fonctions que peuvent remplir les blockchains d'un point de vue juridique. Alors, il y en a 3 que j'ai pu analyser. Premièrement, la blockchain va pouvoir servir de registre. Vous pensez par exemple au registre du commerce et des sociétés, vous pouvez tout à fait mettre sur blockchain des éléments relatifs au registre du commerce et des sociétés. Et donc au lieu d'avoir différents RCS disséminés, pour en avoir un centralisé, ça peut tout à fait fonctionner.
Deuxièmement, vous avez une fonction d'échange. Donc la blockchain va permettre d'échanger tout simplement des éléments, des valeurs. Notamment le Bitcoin, c'est un échange de valeurs monétaires. Et cela va se faire par des mécanismes, des actifs numériques qu'on va appeler des jetons ou des tokens en anglais. C'est-à-dire que le Bitcoin, comme les autres, comme sur Ethereum, les Ethers, ce sont des valeurs numériques que vous pouvez vous échanger. Donc je peux transférer des Bitcoins, je peux en recevoir, comme je peux recevoir ou transférer de l'Ether. Donc il y a une valeur d'échange. Et il y a également une valeur une fonction d'organisation, puisque les blockchains plus évoluées, alors Bitcoin est assez rudimentaire, mais les blockchains comme Ethereum permettent de mettre en place ce qu'on appelle des smart contracts. Alors attention, les fameux smart contracts, ce ne sont pas des contrats intelligents en tant que tels, le mot est un mot informatique, ce n'est pas un mot juridique. Ce sont en réalité des programmes très basiques, mais qui vont vérifier que des conditions soient remplies pour mettre en place finalement un effet sur la blockchain. C'est donc le système « if something happens, then that must happen », etc. C'est-à-dire on regarde si la condition est remplie, ensuite on va l'exécuter. Alors ça permet de faire, si vous réfléchissez tout bêtement, si on est dans un contrat de transport de marchandises et de livraison, si vous avez un retard à la livraison, sur un smart contract, on peut dire, voilà, s'il y a un retard, il y aura le paiement d'intérêts modératoires ou le déclenchement d'une clause pénale. Il suffira juste de regarder si la condition du délai dans les temps est remplie, et à défaut, vous allez entraîner un virement de somme d'argent, de Bitcoin ou autre. Donc, une fonction d'organisation, et on peut raffiner ces smart contracts de manière même à mettre en place des organisations rudimentaires, par exemple du droit de vote en assemblée générale de société. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui, théoriquement, est possible. Alors, ces trois fonctions, si on regarde bien, finalement, ce sont des fonctions qu'on mobilise tout simplement en droit des sociétés. Puisque le droit des sociétés et le droit financier vont utiliser des registres, des comptes titres, par exemple, si on parle des titres financiers. C'est également, les éléments d'échange sont également essentiels. En droit financier, on échange des titres financiers. En droit des sociétés, on va céder des actions, on va céder des parts sociales. Bon. Et l'organisation, vous le savez très bien, est au cœur du droit des sociétés, puisqu'on organise la société sur la base d'une assemblée générale, d'organes compétents et de votes qui sont émis. Donc en fait, il y a vraiment, c'est ce qu'on a constaté, il y a une efficience des blockchains qui est manifeste pour le droit des sociétés. Alors, la question aujourd'hui étant de savoir comment on peut envisager l'inclusion des blockchains en droit des sociétés. Donc, c'est ce qu'on va discuter au cours de ces deux tables. Alors, sur notre table, sur les titres financiers, nous avons commencé cette partie tout simplement parce qu'en France, le législateur a pris beaucoup d'avance par rapport à d'autres pays, puisque nous avons l'une des législations les plus avancées par rapport au blockchain, puisque le législateur est intervenu dans les dernières années très fréquemment en droit financier pour reconnaître en fait l'utilisation des blockchains en matière de droit financier. Alors, je vous cite rapidement les quelques modifications qu'il y a eu. L'ordonnance Minibon du 28 avril 2016, qu'on appelle Minibon mais qui est relative aux bons de caisse, a introduit tout d'abord la possibilité, c'est la première reconnaissance, possibilité d'inscrire des bons de caisse sur un système blockchain. Bon. Alors, les bons de caisse sont des titres de créance assez simples en fait, qui sont très utiles pour les PME notamment. Ensuite, beaucoup plus ambitieuse, l'ordonnance du 8 décembre 2017 a mis en place pour la première fois a permis l'inscription de titres financiers sur blockchain au lieu du traditionnel compte-titre. Donc pour les sociétés non cotées, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'inscrire vos titres financiers sur blockchain. Et ces deux ordonnances ont reçu un décret d'application du 24 décembre 2018 qui a pour la première fois défini ce qu'était en droit la blockchain sous le terme de dispositif électronique d'enregistrement partagé, c'est le titre officiel en droit français d'une structure blockchain, et donc qui a institué ça pour la première fois. Et aujourd'hui, donc, vous avez la possibilité d'inscrire des titres financiers sur blockchain, de nantir des titres financiers sur blockchain, et on a une première définition légale, mais les professeurs Malasigné et Julienne vont sans doute revenir dessus. Dernière étape, pour clore finalement ces évolutions, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte du 22 mai 2019, a reconnu ce qu'on appelle les offres au public de jetons, les ICO, Initial Coins Offering, c'est-à-dire cette possibilité d'offrir à un public
des jetons à la souscription pour ensuite permettre à ces jetons d'avoir un usage quelconque par la suite. Donc c'est une nouvelle manière de lever des fonds. Et la loi Pacte a donc reconnu ces jetons et encadré les ICO. Alors on reviendra là-dessus, ça sera notamment Maître Martin Laprade qui nous en parlera. Donc voilà les évolutions en droit français. L'actualité, elle est brûlante également dans le monde. Au Royaume-Uni, très récemment, donc dans un rapport de novembre 2019, la Haute Cour a reconnu que le droit britannique était parfaitement adapté à la reconnaissance des cryptoactifs en droit de propriété et à l'exécution forcée des smart contracts en droit anglais. En Allemagne, une stratégie nationale sur les blockchains a été mise en place en septembre 2019. Et un projet de loi va permettre directement aux banques allemandes d'opérer des services sur blockchain sans mettre en place d'intermédiaires particuliers. En France, enfin, hier, la Banque de France, donc par son gouverneur, a annoncé le projet de création européen d'une monnaie virtuelle de banque centrale, donc ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie virtuelle adossée à une monnaie réelle, qui serait l'euro, pour proposer sur blockchain une solution de paiement pan-européenne. Donc voilà, vous le voyez, on est vraiment en pleine actualité sur les blockchains et donc cette discussion tombe à point nommé. J'en ai terminé donc avec cette courte présentation, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Nous allons donc un petit peu creuser la question des blockchains et des titres financiers.